Bonjour. Pour ce premier numéro de Santé Plus de l'année 2021, Agnès Renard et moi sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui, en provenance de Lille, du centre de cardiologie, le docteur Claude Kouakam, qui est spécialiste des maladies cardiaques. Agnès, puisque vous revenez de vacances, c'est à vous que je laisse le soin de présenter notre invité et de nous expliquer également les raisons pour lesquelles il est là. Alors, bonjour, docteur Claude Kouakam. On a beaucoup de questions à vous poser sur la syncope, la fibrillation atriale, mais je voudrais d'abord faire une petite introduction sur le sujet des maladies cardiaques. La pandémie a entraîné une baisse des dépistages des maladies cardiaques. Pourtant, ces maladies ont été la première cause de décès dans le monde au cours des 20 dernières années. Je rappelle qu'en décembre, l'OMS a déclaré que les maladies cardiaques avaient tué plus de personnes qu'auparavant, c'est-à-dire 9 millions de morts en 2019, c'est-à-dire plus de 2 millions de plus par rapport à 2000. Les procédures de diagnostic et de traitement des maladies cardiaques ont chuté de près de 2/3 au printemps 2020. Ça, c'est une étude qui vient d'être publiée le 15 janvier. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de faire le point avec vous pour comprendre, mais aussi pour en savoir plus et aider peut-être l'ensemble des médecins qui nous regardent. Alors peut-être la première question, puisque vous êtes un spécialiste de l'arythmie, c'est comment prenez-vous en charge aujourd'hui vos malades à l'hôpital de Lille et est-ce que vous les vaccinez ? Tout d'abord, merci de votre invitation qui m'honore. C'est un plaisir. Effectivement, vous l'avez très bien dit, la pandémie du Covid a bouleversé pas mal l'offre de soins dans la plupart des hôpitaux, en tout cas dans mon hôpital, le CHU de Lille. Mais je tiens à rassurer les téléspectateurs, l'urgence, à partir du moment où elle se présente à l'hôpital, où elle fait appel au service de secours préhospitalier, le SAMU ou les pompiers, l'urgence cardiovasculaire reste prise en charge de la manière la plus optimale possible. Mais vous l'aurez bien compris, encore faut-il que cette urgence se déclare. Il y a eu une diminution pendant la pandémie, mais dû au fait que les patients, par peur, par crainte ou par sous-estimation de leurs symptômes, n'allaient plus vers les hôpitaux, vers leurs médecins traitants, vers les urgences ou n'appelaient plus le SAMU parce que, notamment pendant la première vague, c'était la terreur. Et voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre après le premier déconfinement. Et pendant la deuxième vague, notamment au début de l'automne, je pense que les patients étaient pris en charge de manière tout à fait correcte. Et comment expliquez-vous, docteur, les chiffres qui ont été donnés par Agnès concernant l'augmentation régulière du nombre des maladies cardiaques, des patients souffrant de maladies cardiaques ? C'est le mode de vie. Donc, parce que dans les maladies cardiovasculaires, vous avez deux types de facteurs de risque. Vous avez des facteurs de risque que vous héritez de vos parents, notamment l'hypercholestérolémie et autres, contre lesquels le plus souvent vous ne pouvez pas faire grand-chose, même si actuellement on a des offres donc, de traitement dans ce domaine. Et puis vous avez tout ce qu'on appelle les facteurs de risque acquis, la sédentarité, l'hypertension artérielle, le tabagisme, l'obésité, tous ces facteurs de risque qui sont déjà un problème dans les pays européens et qui deviennent une véritable et une autre épidémie dans les pays africains, que ce soit au Maghreb ou en Afrique noire subsaharienne notamment. Et voilà, plus le temps passe, plus ces facteurs se cumulent. Déjà chez les hommes, c'était connu. Et de plus en plus chez les femmes. Moi, quand j'étais étudiant en médecine ou interne en cardiologie ou jeune cardiologue, quand on avait une femme de moins de 40 ans qui faisait un infarctus, c'était le dossier à aller étudier, à aller voir. Aujourd'hui, c'est quasiment, je ne dirais pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Donc, c'est essentiellement dû à l'augmentation des facteurs de risque acquis, contre lesquels il faut vraiment agir, notamment dans les pays africains où malheureusement l'offre de soins, que ce soit de spécialistes ou de plateaux techniques, à mon avis, n'existe pas pour faire face aux problèmes. Il faut vraiment agir en amont.
Est-ce que on peut parler d'un autre facteur de risque qui est le stress? Est-ce qu'il y a des données là-dessus? On dit que le stress est aussi un facteur de risque acquis. Quelle est votre position? Tout à fait, bien sûr. C'est un facteur de risque acquis, mais si vous voulez, c'est un peu, pour prendre une image un peu toute simple pour que les gens comprennent, pourquoi est-ce qu'on a toujours des feux de forêt en été? Parce que vous avez besoin de l'herbe sèche, vous avez besoin du vent, du mistral, et là-dessus, si vous jetez une allumette, ça va prendre, d'accord? L'image, elle est exactement celle-là au niveau du stress. On est tous, le stress, c'est pas quelque chose de nouveau. On vit, il est même quelque part sain, c'est une espèce de moteur pour la vie. Mais lorsque le stress vient se surajouter aux autres facteurs de risque, c'est un effet cumulatif, multiplicateur, et un effet boomerang, bien sûr. Je rebondis sur le stress, où je suis resté un peu interloqué par ce que vous avez dit, parce qu'en même temps, le stress, c'est une manifestation de défense de l'organisme. Absolument. Contre des menaces qui remontent au début de l'homme. Donc c'est vrai que le stress a un côté également bénéfique. On en a besoin de toute façon. Oui, il ne faut pas négliger. On en a besoin pour vivre, on a besoin d'une dose de stress. Après, il ne faut pas qu'il devienne pathologique. Il devient pathologique à partir du moment où il vous inhibe, où il vous empêche d'avancer, où il vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Mais une vie sans stress, ça n'existe pas. Par contre, trop de stress, ou le stress, sur un terreau fertile, là, peut avoir des effets dévastateurs. Donc le télétravail, c'est bon contre le stress? Ben, disons que le télétravail, ça dépend dans quel environnement vous vous retrouvez à la maison, puisqu'on a vu que le télétravail a généré d'autres problèmes à la maison, quand il fallait gérer les enfants en bas âge qui n'allaient pas à l'école, peut-être des conflits avec l'épouse, voilà. Donc. Alors vous avez souligné le fait que les maladies cardiaques, c'était souvent des urgences. Les urgences supposent d'avoir de la compétence en face de soi pour agir avec efficacité. J'aimerais qu'on parle ensemble des syncopes et de la fibrillation atriale. Cette syncope dont vous savez, c'est cette perte de connaissance à début rapide et spontanément résolutive, on va dire. Mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'une syncope pour un cardiologue? Ben, disons, au lieu de parler de syncope, la syncope est déjà en soi un diagnostic. Au lieu de parler de syncope, je parlerai plutôt de perte de connaissance. Donc, c'est le patient qui va venir à vous en disant « je me suis évanoui, j'étais en train de marcher dans la rue, ou j'étais au volant de mon véhicule et j'ai brutalement perdu connaissance ». Et à travers l'interrogatoire, déjà, on va déterminer si la perte de connaissance est d'origine syncopale ou si c'est une perte de connaissance non syncopale. Ça peut paraître technique comme ça, mais c'est important parce qu'à partir du moment où vous dites syncope, clairement, vous vous orientez vers une cause cardiovasculaire. Quand vous dites perte de connaissance, les étiologies sont un peu plus larges puisqu'elles peuvent inclure des causes neurologiques, elles peuvent inclure des causes endocriniennes comme l'hypoglycémie. Vous voyez, donc, souvent les patients viennent, on dit non, vous avez fait une perte de connaissance et au travers de l'interrogatoire ou du questionnaire qu'on va vous poser, on pourra déjà déterminer si elle est en rapport avec une syncope ou pas. Et ça, c'est très, très important parce que ça évite les errances diagnostiques. Et Dieu seul sait si dans ce domaine-là, il y en a parfois. Et où en est alors le projet d'ouvrage sur les syncopes dont vous vous occupez? Oui, donc fort de ça, peut-être avant d'y arriver, je voudrais d'abord dire que la syncope, c'est l'une des 10 causes les plus fréquentes d'hospitalisation en France. Donc c'est quelque chose de très fréquent qui concerne presque tous les médecins dans leur pratique médicale, puisqu'on estime tout simplement qu'à peu près une personne sur deux fera au moins une perte de connaissance dans sa vie. Vous voyez, donc 70 millions, 35 millions, c'est énorme. Mais par contre, ça devient problématique à partir du moment où elle se répète. On peut tous s'évanouir une fois dans la vie pour des raisons quelconques. Ça devient problématique à partir du moment où ça se répète. Alors, c'est un problème très fréquent qui est très mal pris en charge. Il y a eu, au cours des 20 dernières années, beaucoup de progrès dans le domaine en termes de recherche de soins.
il y a eu des recommandations qui sont des recommandations qui ont été faites par les sociétés savantes nord-américaines et européennes, qui sont des recommandations en anglais, qui sont parfaites, qui sont très bien. Et avec avec deux autres collègues, notamment le professeur de Haro de Marseille et le docteur Boveda de Toulouse, nous nous intéressons déjà depuis quelques années. Pour vous donner une idée, c'était déjà le thème de mon mémoire de spécialité de cardiologie, donc ça ne date pas d'hier. Alors, on a décidé de réunir à peu près une vingtaine d'experts français et européens, spécialistes de la question, tout simplement pour essayer de faire un ouvrage didactique destiné à tous les médecins, pas seulement cardiologues, mais à tous les médecins francophones, puisque ça n'existe pas, cet ouvrage. La parution était prévue pour ces jours-ci, à l'occasion donc de notre congrès de cardiologie, le plus grand congrès de cardiologie francophone qui a eu lieu la semaine dernière à Paris, malheureusement en virtuel du fait de la pandémie. Elle est décalée, mais si vous me faites l'honneur de m'inviter, je viendrai vous présenter l'ouvrage une fois qu'il aura été publié, mais c'est imminent puisqu'on est dans la phase de bouclage de l'édition. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi de fibrillation atriale. La fibrillation atriale, c'est caractérisé par une fréquence cardiaque irrégulière. C'est aussi une autre urgence cardiaque de la vie de tous les jours pour tous les médecins qui nous regardent. Et est-ce que ce problème d'arythmie peut provoquer d'autres symptômes comme les palpitations, comme de la fatigue, comme l'essoufflement? Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs? Comment on peut soupçonner justement une fibrillation atriale ou une arythmie? Comment fait-on? Donc, déjà, c'est la plus fréquente des arythmies, c'est-à-dire lorsque vous prenez, il y a à peu près une dizaine d'arythmies possibles au niveau du cœur, c'est la plus fréquente puisque ça représente 40% des arythmies. Et la fréquence augmente avec l'âge, c'est-à-dire à partir de 50 ans, toutes les décennies, l'incidence de cette arythmie-là arrive pour devenir quasiment l'arythmie prépondérante quand on a 75, 80, 90 ans. C'est déjà la plus fréquente. Ces complications, il y a beaucoup de complications de cette arythmie, mais la plus redoutable, la plus redoutée, la plus dramatique, c'est de faire des caillots à l'intérieur du cœur, tout simplement parce que le cœur, vous comprenez, est une pompe dont la fonction principale est de se contracter pour éjecter le sang. Lorsque le cœur ne se contracte plus de manière harmonieuse, le sang a tendance à stagner dans les cavités cardiaques, et comme tous les liquides, quand ça stagne, ça a tendance à former des sédiments, et ces sédiments-là peuvent s'organiser, former des caillots à l'intérieur du cœur, et ces caillots peuvent migrer notamment un peu partout, mais principalement au niveau du cerveau, et être responsables de ce qu'on va appeler un accident vasculaire cérébral. C'est la complication la plus dramatique. C'est pour ça que là aussi, c'est pareil. Le premier facteur de risque, c'est l'âge, mais il y a d'autres situations qui peuvent exposer à faire ce type d'arythmie, notamment lorsque vous avez fait un infarctus, lorsque vous avez une insuffisance cardiaque. C'est pour ça que les toutes dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie sur la fibrillation atriale recommandent déjà à tous les patients à partir de 65 ans un geste simple, c'est prendre son pouls, mettre la main donc au niveau des artères, comme je suis en train de faire radial, prendre son pouls et l'impression de régularité, ça tout le monde le sait, quand on a quelque chose de régulier comme un métronome quand le cœur bat normalement, si c'est irrégulier, de toute façon, alerter son médecin qui fera un électrocardiogramme pour contrôler ou pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il peut arriver, ça arrive souvent, que cette arythmie soit asymptomatique, n'ait aucune traduction clinique, vous ne ressentez pas de symptômes, et malheureusement, le premier signe, ça peut être l'accident, et notamment l'accident cardio-embolique. Comment soigner une fibrillation atriale? Aujourd'hui, il y a eu énormément de progrès. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux outils à l'hôpital de Lille et ailleurs d'ailleurs? Parce que la technologie a permis aussi
dans des endroits où peut-être l'offre de soins est moindre, de faire des progrès aussi. C'est ça. Donc, ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'on peut vivre tout à fait normalement, et il y a des millions de personnes en France et à travers le monde qui vivent avec une fibrillation atriale normalement sans aucun problème. D'accord ? Le traitement, le but principal du traitement, ça va être de prévenir les complications, notamment les complications thromboemboliques. Une fois qu'on vous a diagnostiqué une fibrillation atriale, le médecin, le cardiologue, va évaluer ce qu'on appelle votre risque thromboembolique, c'est-à-dire le risque de faire des caillots, et selon le niveau de risque, il mettra ou pas un traitement pour fluidifier les caillots, un traitement anticoagulant, soit les antivitamines K, ou de plus en plus souvent, et même en Afrique, parce que je sais que mes amis, mes collègues utilisent de plus en plus, ce qu'on va appeler le traitement anticoagulant oraux direct. Je ne vais pas rentrer dans la technique, c'est des médicaments qui ont démontré une efficacité et surtout qui diminuent de 50% le risque hémorragique, parce que vous comprenez, comme c'est des médicaments qui fluidifient le sang, ben, le revers de la médaille de ces traitements-là, c'est d'augmenter le risque de saignement. Une fois que vous avez prévenu le risque thromboembolique, le risque de faire des caillots, maintenant, vous pouvez ou non décider de restaurer un rythme cardiaque normal. D'accord. Très souvent, si l'arythmie elle est découverte de manière fortuite, chez des personnes qui n'ont pas de symptômes, chez ceux-là, on aura tendance à respecter l'arythmie et la laisser comme telle, puisque je vous ai dit, sauf dans des cas très particuliers du cœur très affaibli, on peut vivre une vie tout à fait normale sans amputer votre espérance de vie. Maintenant, lorsque vous avez des symptômes, vous ressentez le cœur qui bat vite, des palpitations, vous êtes essoufflé, vous n'êtes pas bien, vous avez des douleurs dans la poitrine parce que le cœur bat vite, à ce moment-là, on va essayer de remettre votre cœur normal, de restaurer ce qu'on appelle le rythme sinusal. Oui. Pour ça, on a le choix, soit les médicaments, les antiarythmiques, c'est ce qu'on va utiliser en première intention. Si ça ne marche pas ou si vous avez un type d'arythmie très particulier, on va faire une ablation, c'est-à-dire on va monter des sondes à l'intérieur de votre cœur, on va repérer les foyers qui sont responsables de l'arythmie et on va pouvoir les détruire en sachant que dans certains cas très particuliers, on a un résultat qui peut être excellent de l'ordre de 70 à 90% des cas, donc ça peut marcher dans des cas très particuliers. Vous avez beaucoup publié là-dessus et vous, si je ne dis pas de bêtises, vous encouragez le dépistage précoce. Est-ce que ça veut dire que si on fait ce geste très technique très tôt, on prend moins de risques pour la suite? Il faut pas laisser des fibrillations atriales s'installer? C'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu un effet boule de neige. Plus vous faites de l'arythmie, plus vous allez faire de l'arythmie. Et parce qu'il y a des phénomènes, comment un terme simple, ce que nous on appelle de remodélage, c'est-à-dire que l'arythmie va induire des modifications au niveau de l'architecture de votre cœur qui elles-mêmes vont favoriser la survenue d'arythmie. Donc plus tôt on intervient, et d'ailleurs les nouvelles recommandations sont assez claires là-dessus, la prise en charge elle doit être agressive, mais toujours en gardant la balance bénéfice-risque, parce que les stratégies que vous mettez en œuvre pour combattre cette arythmie ne doivent pas être plus à risque que l'arythmie que vous prenez en charge. Est-ce que je peux en venir maintenant à une autre de vos activités, enfin annexe peut-être, mais importante, c'est le temps que vous consacrez à la formation en stimulation cardiaque en Afrique noire subsaharienne. Parce qu'il faut bien dire que là-bas, pour trouver quelqu'un qui vous installe un pacemaker, c'est très difficile. Et à ce sujet, je suis entré en contact sur votre conseil avec le professeur Adama Kane, qui est à Dakar, et que nous avons joint par Skype. Nous allons d'abord l'écouter. 30% des Africains qui ont besoin de pacemakers en Afrique subsaharienne n'ont pas la possibilité d'en bénéficier
parce que tout simplement, il y a des problèmes de moyens, mais aussi un problème de formation de personnes formées pour mettre des pacemakers. Donc, ce qu'on appelle la simulation cardiaque, les pacemakers. Et donc, c'est ainsi que nous avons initié à l'université Gaston Berger donc, un projet de formation pour capaciter les cardiologues en Afrique subsaharienne, donc dans la zone francophone, avec nos amis venant de France et du Maghreb. Nous avons initié une formation diplômante donc, sur la pratique de la simulation cardiaque. C'est une formation qui a démarré en 2017. Donc, nous avons 2 promotions. Puisqu'il y a un impératif d'encadrement sur site, on ne peut pas prendre beaucoup de personnes. Donc, sur 50 demandes pratiquement de collègues, la première cohorte, on a pris 5 cardiologues qui ont été formés. Il y avait un Malien, il y avait un Nigérien et 3 Sénégalais. Et pour la deuxième cohorte, on a pu monter en puissance. Là, nous avons 10 cardiologues en formation. Et parmi eux, il y a la Guinée qui est représentée avec 2 cardiologues guinéens. Il y a un cardiologue qui vient du Tchad. Il y a 2 cardiologues qui viennent du Gabon, 2 du Mali, donc, et le reste du Sénégal. Donc, vous voyez, c'est presque une unité africaine de l'Afrique francophone subsaharienne qui est bien représentée. Alors, docteur Kouakam, vous avez fait un formidable transfert de compétences. Évidemment, c'est très important pour l'Afrique subsaharienne de pouvoir accéder à un professionnel le plus qualifié possible. Comment avez-vous eu cette idée ? Ben, si vous voulez, rendons à César ce qui appartient à César. L'idée, et je voudrais profiter de votre émission pour rendre déjà un vibrant hommage au professeur Sereni Abdouba, dont l'ancien chef de service de l'hôpital Aristide Le Dantec et l'ancien président de la Société sénégalaise de cardiologie. C'est lui le premier, il y a on va dire une quinzaine d'années, quand j'étais encore tout jeune cardiologue, lorsque je commençais à être un peu plus en vue à la Société française de cardiologie, qui s'est approché de moi et qui m'a dit c'est formidable d'avoir des Africains qui peuvent atteindre des niveaux comme le vôtre. J'ai un projet, j'ai un rêve, c'est de faire de l'hôpital Aristide Le Dantec et Dakar un pôle d'excellence, non seulement dans l'offre de soins vis-à-vis des populations, mais également dans le domaine de la recherche et de l'enseignement, ce qui constitue les 3 pieds, le trépied d'un hôpital universitaire. Et il avait vraiment une vision, c'était de dire je vais amener mon hôpital, mon service, au niveau des standards européens. Et je me suis, pour des raisons que vous pouvez comprendre, approprié ce projet de dire si je peux apporter ma modeste contribution dans ce domaine, et on y reviendra, vous comprenez, ce serait quelque chose, je pense qu'à la fin de ma carrière, je serai assez fier de ça. Alors, c'est un projet qu'on a bâti sur 10 ans. Ça paraît comme ça, aujourd'hui abouti, tout simplement parce qu'il a d'abord fallu former des hommes. Et le professeur Adama Khan, que vous avez montré, un ami, et aujourd'hui a les compétences, les mêmes compétences que moi qui suis à Lille, ou de ses amis de Grenoble où il a été formé. On s'est dit, on va former les hommes, donc les médecins, mais également l'équipe paramédicale, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une équipe aujourd'hui. Si vous avez des bons médecins et si vous n'avez pas des bonnes infirmières ou infirmiers, à mon avis, ça ne servira à rien. Donc il a fallu ça, il a fallu du matériel avec quelques aléas. Et une fois que c'était ça, on s'est dit, on va y aller. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'urgence cardiologique, l'urgence cardiovasculaire, on va dire, il y en a 4, c'est des urgences vitales. Vous avez l'urgence hypertensive, vous avez l'urgence hémodynamique quand vous faites un œdème de poumon, vous avez l'urgence coronarienne quand vous faites un infarctus, et vous avez l'urgence rythmologique quand vous faites une bradycardie, quand votre cœur bat lentement, ou une tachycardie
quand le cœur bat vite. C'est l'urgence vitale. Il a dit, le professeur Adama Kane, 30% de pays africains n'ont pas accès à ces techniques. C'est-à-dire, quand vous faites un problème de bradycardie, ben vous êtes mort. Si vous avez un peu de chance, vous pouvez survivre parce que la nature humaine est parfois bien faite, mais en général, vous êtes mort. Alors, ces pays-là vivaient sous la perfusion de quelques missions humanitaires, de personnes certainement bien intentionnées. Et de temps en temps, ils venaient et puis faisaient des missions, ils implantaient des pacemakers et ils partaient. On s'est dit, c'est pas possible. On a de la compétence sur place. On a des médecins, on a des cardiologues qui sont des gens très intelligents. Pour peu que vous leur permettiez d'accéder à la connaissance, à la compétence, ils peuvent faire aussi bien que vous. Alors, on a dit, on va commencer tout doucement, le professeur Ba, on va commencer par l'urgence coronarienne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Dakar, si vous faites un infarctus, vous serez pris en charge dans les temps, quasiment dans les mêmes délais qu'à Paris. On s'est dit, pour ce qui concerne ma surspécialité, l'arythmologie, on s'est dit, la stimulation cardiaque, ce n'est pas quelque chose de très compliqué ou qui nécessite du matériel très sophistiqué, on va dire, en termes d'investissement. Nous nous sommes dit, on se donne 5 ans pour doter tous les pays d'Afrique noire francophone de praticiens capables d'implanter un stimulateur cardiaque aux patients en urgence vitale. Pour ce, on va faire un diplôme, on ne va pas rogner sur la qualité, c'est le même standard. De toute façon, mon ami, le professeur Pascal Defaille de Grenoble et moi, qui sommes impliqués fortement dans ce projet du côté français, Pascal Defaille, qui va être le futur président du groupe d'arythmologie de la Société française de cardiologie, on a dit on y va uniquement à la condition que les standards en termes de qualité soient les mêmes. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on s'est dit, le transfert de compétences, il ne peut pas tout simplement être nord-sud, du maire pour l'élève. Il faut également qu'il soit sud-sud, c'est-à-dire utiliser les ressources de ceux sur place qui ont déjà cette compétence-là, les impliquer dans les projets pour en faire un projet de coopération non seulement nord-sud-sud, mais également nord-sud. Voilà, donc le projet, il a commencé tout doucement en 2017. On en a formé 5. On monte en puissance. Il y a 12 cardiologues qui sont dans le processus de formation pour la deuxième. Et la très bonne nouvelle, c'est que vous avez des cardiologues des pays dans lesquels l'activité n'existait pas. Le Niger, le Tchad, le Gabon. Donc vous avez tous ces pays-là. La troisième promotion, malheureusement, cette promotion, elle est un tout petit peu amputée à cause de l'épidémie du Covid, parce que vous comprenez, c'est une formation où vous avez à la fois besoin d'une formation théorique, qui peut se faire en distanciel, mais d'une formation pratique, où vous avez besoin d'être au présent de terrain de stage, aussi bien pour l'implantation que pour la surveillance de ces prothèses, mais on ne désespère pas de pouvoir réactiver, de reprendre les choses à partir du deuxième semestre, lorsque la vaccination sera diffusée et permettra de le faire. Mais c'est un très beau projet. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous reviendrez pour nous parler de votre ouvrage sur les syncopes lorsqu'il paraîtra, avec grand plaisir. Merci beaucoup Agnès. Je suis désolé d'être obligé d'interrompre ici. Mais ce sont les impératifs. En tout cas, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Et vous aurez compris la passion que j'y mets. C'est parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Et bravo encore. N'hésitez pas à consulter si vous avez problème d'arythmie. Il faut le faire malgré la pandémie. Merci Agnès. Merci chers téléspectateurs et à bientôt.